Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Luc Foubert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le représentant de la délégation du Refuge Normandie. Alors, pour commencer cette émission, on va rappeler ce qu'est l'homophobie, parce qu'on va beaucoup en parler. Selon le Larousse, il s'agit du rejet de l'homosexualité ou de l'hostilité systématique à l'égard des homosexuels. Le nombre d'agressions physiques signalées dans un rapport qu'SOS Homophobie a fait en 2018 montrait une hausse de 66%, passant de 139 cas en 2017 à 231 en 2018. Est-ce que ce sont des chiffres fiables que nous avons aujourd'hui ou ce sont des sortes d'estimations ? Alors, ce sont évidemment des estimations. À notre niveau, au niveau du refuge, nous on le vit régulièrement avec nos jeunes, ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Je pense qu'on est bien en dessous de la réalité. En fait, aujourd'hui, il y a une espèce d'homophobie qui est là en permanence du matin au soir. Et aujourd'hui, il y a des mots qui sont blessants pour les jeunes. Alors, l'homophobie a plusieurs étages, évidemment, d'insultes qu'on peut avoir, d'insultes physiques ou d'insultes morales. Il y a les deux. Donc, pour moi, on est bien en dessous de la réalité. C'est en France, mais aussi partout en Europe. Et il y a des pays en Europe qui sont beaucoup plus aujourd'hui en pointe dans l'homophobie, comme la Pologne, par exemple. Alors, on a beaucoup parlé des agressions, qu'elles soient physiques ou verbales, il y a 1-2 ans. Maintenant, ça a l'air de s'être un peu tassé, on entend moins parler dans les médias ou dans la vie de tous les jours. Comment expliquer cette baisse de la présence de l'homophobie dans les médias ? Alors aujourd'hui, en fait, l'homophobie a été un sujet journalistique. Aujourd'hui, il l'est peut-être moins, mais dans la réalité des faits, il y a toujours régulièrement, quand vous allez sur les réseaux sociaux, on le voit, des agressions, des gens qui dans la rue, parce qu'ils sont gays ou parce qu'ils se tiennent la main. Il faut savoir qu'en France, c'est quand même compliqué aujourd'hui pour 2 hommes ou 2 femmes de se tenir la main en public. Ça semble un peu aberrant en France, mais toujours la réalité est comme ça, et on se retient de le faire pour éviter entre guillemets de provoquer. Et ça, aujourd'hui, on est en lutte perpétuelle par rapport à ça. La normalité dans la société peut-être se fait aussi. Toujours est-il que dans les banlieues, on sait que c'est compliqué, même si on a vu déjà une première Pride dans les banlieues qui existe aujourd'hui, mais ça reste aujourd'hui un risque en permanence. Il y a eu des agressions à Rouen, il y a eu des agressions à Caen encore récemment. Donc partout, dans le moindre petit village, on peut être sujet à des moqueries en permanence. Vous avez dit que c'était un sujet journalistique, mais les politiques aussi à ce moment-là s'étaient emparés quelque peu le sujet en affirmant vouloir être plus ferme, prendre des mesures pour que l'homophobie cesse. Finalement, là aussi, on a l'impression que c'est quelque peu retombé. Est-ce qu'il y a vraiment eu des grandes avancées au moment de cette mise en lumière de l'homophobie ? Aujourd'hui, l'homophobie est quelque chose qui, entre guillemets, devient normal. Nous, au niveau du refuge, on intervient beaucoup dans les lycées, les collèges maintenant, et on le voit régulièrement, il faut toujours retourner au charbon pour expliquer aux jeunes que non, on n'a pas le droit de se laisser faire quand on se fait traiter de pédé, de se faire traiter de tapette, de tafiole, enfin de tous les noms qu'on peut imaginer. C'est une des questions d'ailleurs qu'on leur dit. Comment vous appelez un homosexuel ? Donc tous les noms que j'ai cités tout à l'heure, et bien d'autres, évidemment, la ressource est très importante. Mais quand on leur dit, voilà, maintenant, un hétéro, vous l'appelez comment ? Et là, il n'y a pas de mots. Donc on voit bien qu'il y a un problème particulier par rapport à ça, c'est-à-dire que ce qui semble normal pour une partie de la population ne l'est pas. Les journalistes font leur boulot de journaliste, c'est-à-dire qu'ils redonnent des informations liées notamment à l'homosexualité, entre autres. Mais des fois aussi, des partis politiques mettent de l'huile sur le feu. On l'a vu avec la PMA, on l'a vu sur tous ces conflits qui font avancer la société. Une partie de la société française n'est pas prête à ça et lutte contre ça pour une raison très simple. Ce qu'ils ne connaissent pas fait peur. Et aujourd'hui, des partis politiques appuient là où ça fait mal en excisant un petit peu la peur. Alors vous avez commencé à l'aborder, il y a un travail de sensibilisation à faire pour diminuer cette homophobie. Comment vous y prenez, vous, au refuge, pour faire ce travail de sensibilisation ? Alors au niveau du refuge, on intervient, comme je disais tout à l'heure, énormément dans les lycées et on a encore eu un agrément ministériel là en ce mois de septembre. On intervient aussi maintenant dans les collèges. On va partout où là ça peut faire mal, entre guillemets. Par exemple,
je vais citer un exemple. L'année dernière, on est allé faire une intervention auprès des jeunes qui sont en train d'apprendre tous les métiers liés à l'équitation à Deauville. Et lorsqu'on est arrivé sur place, ils nous ont un peu regardé. C'était des jeunes qui sont toute la semaine au lycée. Et au départ, on avait un petit peu l'impression d'être dans un milieu très, comment dire, très aisé, où c'est quelque chose qui, entre guillemets, n'existe pas chez eux. C'est ce qu'ils disent. Hein. Nous, l'homosexualité, on n'a pas ça chez nous. Mais quand on gratte un tout petit peu, bien entendu que l'homosexualité existe aussi. Et en fait, il y a des tas de... On aime aller là où les gens sont perturbés par notre venue. Quand on va dans un lycée professionnel, les mecs, ils arrivent, ils sont un petit peu... ouais, bon, voilà, ils sont comme ça. Mais quand un l'avoue officiellement qu'il est gay, il y a toujours ah oui, t'es gay, enfin comment ça t'es gay ou t'es gay un peu bi ou un peu hétéro, quoi. Et en fait, quand on donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer, on aplanit tout ça. Et, oui, ok, je suis gay, t'es mon pote et puis tout va bien, quoi. Voilà, et ça pose pas de problème. Il faut le dire. Aujourd'hui, on a peur de le dire. Il faut plus avoir peur de le dire. Et alors, le refuge a aussi une autre mission importante. Lorsque des jeunes homosexuels se font rejeter par leur famille, vous assurez un logement temporaire, un suivi psychologique. Comment ça se passe? À partir du moment où un jeune vous contacte, quel est le processus? Alors, la première chose, lorsque le jeune nous contacte, il y a un numéro de téléphone d'urgence. Je leur donne parce que c'est toujours très important, c'est le 06 31 59 69 50. Je vais leur dire lentement, 06 31 59 69 50. Un jeune, aujourd'hui, le refuge devient de plus en plus connu, donc on a de plus en plus d'appels. C'est-à-dire qu'on a de manière croissante des jeunes qui nous appellent, qui sont en situation des fois extrêmement compliquée. Je rappelle simplement le processus. Le jeune dit à ses parents, fait son coming out auprès de ses parents, et là les parents disent t'es plus mon fils ou t'es plus ma fille, et ils se retrouvent à la porte, à la rue. Ça touche tous les milieux sociaux, toute catégorie, donc toutes les catégories sociales. Enfin, c'est valable pour tout le monde. Est-ce que ça touche que les jeunes? Parce que finalement il n'y a pas vraiment d'âge pour faire son coming out. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que des personnes un peu plus âgées, sans forcément l'être énormément non plus, soient dans la même situation? Le refuge s'intéresse, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais le refuge a comme segment les 18-25 ans. Voilà. Alors, ça peut être plus jeune. Par exemple, dans notre refuge de Normandie, qui, au niveau de l'appartement qui est basé au Havre, nous avons accueilli récemment un jeune qui avait 17 ans. Mais ce jeune qui avait 17 ans a été confié au refuge par le juge. C'est toujours une décision judiciaire. On n'accueille pas des ados. Voilà, il y a d'autres processus pour ça. En clair, pour répondre à votre question, comment ça se passe? Le jeune appelle ce numéro d'urgence et alors là, il va tomber sur quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il va lui expliquer sa situation. Est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il est en danger grave? Où il en est dans sa vie? À partir de là, il y a tout un suivi psychologique qui se fait. L'entretien dure assez longtemps. Et là, on juge si oui ou non il y a une situation d'urgence. C'est-à-dire qu'un jeune qui se retrouve vraiment à la rue où il a aucune situation, on va pouvoir le recueillir, on va le mettre à l'hôtel, on va le mettre dans un appartement, des fois pour 2-3 jours, avant de trouver la vraie solution au niveau national. Il y a plein de refuges en France et malheureusement, il n'y a pas assez de place. Et alors, si jamais un de nos auditeurs a envie de rejoindre le refuge, puisque c'est une association, est-ce que c'est possible de devenir bénévole pour le refuge? Oui, tout à fait. Bien entendu, le bénévolat est quelque chose qui se renouvelle régulièrement pour des raisons X ou Y, professionnelles, déplacements. Il y a un renouvellement régulier, mais bien sûr qu'on a besoin de bénévoles. Ici à Rouen, on est à peine une dizaine de bénévoles sur l'antenne de Rouen. Sur la région du Havre, on est aussi une dizaine. On a en plus l'appartement et les jeunes, on a 3 jeunes à s'occuper 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus psychologique. Il y a des travailleurs sociaux qui travaillent avec nous. On rencontre les médecins, donc les psychologues. Il faut remettre en avant le jeune qui est arrêté dans la manière d'avancer. Et aujourd'hui, merci beaucoup Luc Fougart d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes représentant de la délégation du refuge Normandie
Normandie. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.